Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir en présentiel et à distance pour ce premier webinaire que je vais introduire à travers quelques éléments à la fois sur qui nous sommes, Kéa, et puis pourquoi est-ce que nous avons considéré qu'il était intéressant et opportun d'organiser ces deux sessions. Alors, on a profité de la Journée mondiale de l'eau, en fait, qui est une journée qui a lieu tous les ans, le 22 mars, et qui a été organisée à l'initiative des Nations Unies. Alors, pendant que nous organisons notre sympathique petit webinaire, il y a en ce moment une conférence de 3 jours à l'ONU, à New York, qui est organisée pour traiter justement du problème de l'eau, qui est considéré de plus en plus comme un problème extrêmement aigu. Et d'ailleurs, donc on voit les conséquences peut-être de façon encore plus directe que le réchauffement climatique, puisque si on se rappelle, ne serait-ce qu'en France, à l'été dernier, on a eu un certain nombre de difficultés pour faire face au manque d'eau et on a commencé à voir des tiraillements entre les différents usages, donc ce qui renvoie directement à notre deuxième sujet. Donc la Journée mondiale de l'eau, c'est 5 grands volets. Donc c'est l'eau pour la santé, d'une part, c'est l'eau pour le développement durable, avec l'impact sur l'agriculture, sur un certain nombre d'usages essentiels. C'est l'eau pour le climat, la résilience et l'environnement. C'est aussi l'eau comme sujet de coopération, puisqu'il y a un certain nombre de problématiques qui sont transfrontalières. Et c'est aussi l'eau pour concrétiser les actions des Nations Unies sur les 10 prochaines années, enfin les actions souhaitées par les Nations Unies sur les 10 prochaines années. Alors évidemment, on aurait pu, vu le sujet, organiser 10 thèmes différents, mais on a souhaité en privilégier 2 qui nous paraissaient particulièrement importants. Le premier, donc c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le sujet de la réutilisation de l'eau, et notamment en travaillant sur les différents types d'eau, ce qu'on appelle les eaux grises, et les usages qu'on peut en faire pour permettre de faire face à la rarification de la ressource. Et donc demain, même heure, un autre sujet qui est comment anticiper, comprendre l'évolution des usages de l'eau et faire face aussi à ces évolutions, les inciter, les réguler, puisque à un moment donné, en situation de rareté, ça ne va pas être forcément quelque chose de très facile. Alors, je vais assez vite puisque nous sommes en temps contraint. D'ailleurs, nous avons demandé à nos intervenants de tenir chacun dans une intervention de moins de 10 minutes pour qu'on ait le temps d'avoir quelques questions-réponses. Mais quelques mots néanmoins sur qui nous sommes, Kéa. Donc, nous sommes un cabinet de conseil, le premier cabinet de conseil français auprès des directions générales. Et notre raison d'être, c'est d'entreprendre des transformations pour une économie souhaitable. Donc, tous les sujets relatifs à la sustainability et autres sont au cœur de notre raison d'être. Et vous avez ici nos grands domaines d'intervention, donc la stratégie et business, la transformation, l'innovation, le digital et la data et les technologies, et enfin l'impact. Alors, je vais vite sur aussi nos secteurs de référence. Donc, on les a décomposés en 6 et vous voyez qu'il y en a un qui est vraiment au cœur de notre sujet aujourd'hui, énergie, utilité, transport, donc, dans lequel s'inscrit pleinement le webinaire d'aujourd'hui. Quelques chiffres également, 220 consultants en France, 900 dans le monde, 16 bureaux dans le monde. Donc, Christophe, pas encore au Canada, mais certainement dans pas très longtemps. Et donc, j'en viens rapidement donc, à la présentation de nos intervenants, donc 4 intervenants de très haut niveau que nous avons aujourd'hui et que je vais présenter. Ils ne sont pas présentés dans l'ordre de leur intervention, sinon ça aurait été trop facile. Donc, Simon Porcher, donc, qui est économiste de la santé, présentement au Vietnam. Donc, je précise qu'au début, on avait prévu de faire tout en présentiel. Résultat, nous avons 4 intervenants qui sont dans 4 lieux différents, au Vietnam, au Canada et en Pologne. Bon, mais grâce à Teams, tout ça n'est absolument pas un problème. Donc, Simon, donc, qui est professeur attaché à Panthéon-Assas, spécialiste des partenariats publics-privés et de l'eau et des modes de gouvernance et de l'impact social. Nous avons ensuite Michel Allary, donc qui est à ma gauche, directeur des eaux urbaines chez Aegis, notre grande ingénierie nationale et internationale.
Christophe Tanguy, donc, qui est Senior Executive VP chez SOR et qui, depuis peu, s'occupe des projets stratégiques, dont certains concernent très directement la question de la préservation de la ressource en eau. Et enfin, Carlos, qui est basé en Pologne et qui va nous parler du projet que L'Oréal a mené précisément sur la question de la réutilisation des eaux industrielles. Alors, très rapidement, quelques mots d'introduction, enfin quelques éléments d'introduction précisément sur le sujet. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'évolution du stress hydrique dans un pays qu'on connaît bien, qui n'est pas très loin de là où on est, qui est la France. Donc, vous voyez que, alors, ce n'est pas les mêmes échelles, mais ce n'est pas grave, mais vous voyez bien qu'entre la situation actuelle et celle en 2050, la situation du stress hydrique va considérablement se détériorer. Et vous voyez donc l'intensité du rouge sur la partie gauche qui montre la part du territoire qui va être soumise à un stress particulièrement élevé. Je passe rapidement sur les autres qui sont plus des éléments de complément. Et sans plus tarder, je passe la parole à Michel. Merci Karim. Donc, moi, je vais vous parler plutôt de technique et de lien avec l'aspect financier. Juste deux petits préambules pour dire que la réutilisation des eaux usées traitées n'est pas la solution unique qui va nous permettre de sortir des problèmes de ressources qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un des leviers, hein. Il y a d'autres leviers dont certains sont plus importants, hein. Il faut travailler sur nos infrastructures, leur performance. Il faut travailler aussi sur la gestion intégrée des eaux pluviales et des bassins versants. Il faut travailler sur la réduction des besoins pour chaque usage, que ce soit à notre niveau propre ou bien dans le monde agricole ou industriel, où chacun doit réfléchir aux économies qu'il est capable de faire. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième, je pense qu'il faut aussi être convaincu qu'il faut laisser à tout prix l'eau dans les milieux naturels. Il faut préserver nos milieux naturels et donc la réutilisation des eaux usées traitées ne peut pas se faire au détriment des milieux. On sait qu'en France, il y a beaucoup de cours d'eau en été, pas que dans le sud, mais partout, qui sont quasiment alimentés que par les stations d'épuration en été, en période d'étiage. Donc, il faut laisser cette eau au milieu pour que cette qualité, cette biodiversité de nos milieux soit préservée. Donc, passé ce préambule, la réutilisation des eaux usées traitées, c'est quoi? Donc, c'est transformer en fait une eau usée avec une certaine qualité, sortie d'une station d'épuration notamment, et la transformer pour qu'elle soit compatible avec un usage déterminé. Donc, c'est l'usage qui va déterminer la qualité. Merci de la correction. Donc, c'est l'usage qui va déterminer la qualité et donc l'unité de traitement qu'il faudra mettre en place pour cette réutilisation. Donc, d'un point de vue technique, il n'y a a priori pas de frein technique. En termes de traitement, on sait à peu près tout faire. Donc, pour illustrer ça, je vais prendre deux exemples à l'international. C'est des projets sur lesquels nous travaillons. Le premier est en Mongolie, à Oulan-Bator, où aujourd'hui la ressource en eau est essentiellement une nappe phréatique et elle est surexploitée aujourd'hui. Et donc, le gouvernement a décidé pour les usages industriels, notamment les centrales thermiques, de réutiliser l'eau usée sortie station d'épuration. Donc, ça veut dire que donc, ils mettent en place une unité de traitement. Donc, la première tranche fait 50 000 m3 par jour qui vont être retraités pour être renvoyés pour des usages dans les centrales thermiques et dans les centrales nucléaires, avec des procédés relativement classiques, traitement biologique, physico-chimique, filtration sur sable et électrochloration. Voilà, ça c'est un projet qui est en cours, dont les travaux vont démarrer ce mois-ci, je crois. Le deuxième projet qui est d'ampleur encore beaucoup plus importante, qui se passe au Qatar, à Doha, où là c'est le gouvernement qui cherche
a retrouvé une certaine autonomie alimentaire et donc il a décidé de réutiliser ces eaux usées sorties station d'épuration, notamment de Doha, pour son agriculture qu'il est en train de développer. Donc là, c'est des projets à très grande échelle puisque c'est le transfert de 23 millions de mètres cubes par an de Doha vers le site agricole à 50 km. Des stockages immenses, 23 millions de mètres cubes de stockage, et une station d'épuration pour retraiter les eaux avant de les envoyer en irrigation. Donc ça, c'est des projets qui sont en cours et qui montrent que finalement, c'est pas le coût, la technique qui bloque, mais voilà, quand il y a des problèmes de disponibilité de la ressource, on est capable de faire à peu près ce qu'on veut. On a aussi beaucoup de demandes de la part d'industriels. Pour l'instant, c'est beaucoup des études de faisabilité. On arrive un peu moins souvent en phase de réalisation, mais beaucoup d'industriels réfléchissent à leur cycle de l'eau à l'intérieur de leur process. Et donc là, la technique est plus complexe, les eaux sont plus complexes. Il n'y a jamais deux industriels qui ont la même eau, donc les stations d'épuration sont souvent très particulières. Elles font l'objet de pilotes préalables pour valider les process et les dimensionnements. Mais ces industriels réfléchissent aussi beaucoup, alors soit par obligation parce qu'ils sont dans des secteurs à déficit hydrique et donc ils sont sous le coup d'arrêter de restrictions qui vont bloquer leur activité, soit parce qu'ils ont des politiques de groupe et de développement durable qui les amènent à s'orienter vers ces solutions. Donc beaucoup de réflexion aussi chez les industriels pour travailler sur ces sujets de recyclage interne de leurs groupes. Donc le sujet technique, pour moi, il est pas tant dans le process, dans l'unité de traitement, il est plutôt dans la suite. Il va être pour moi dans l'exploitation. Les deux contraintes majeures vont être la disponibilité de la ressource, c'est-à-dire il faut garantir que l'installation, notamment pour les industriels ou si c'est pour le monde agricole, que la ressource soit disponible quand ils en ont besoin. Et le deuxième, c'est qu'il faut que la qualité soit constante. Donc, pour moi, donc c'est le sujet fondamental dont on parle peu aujourd'hui parce qu'on est plutôt dans les phases d'études amont, de programmation, des investissements, mais l'exploitation va rapidement être un problème et donc, enfin un problème, une préoccupation et il faut vraiment que de ce côté-là, on mette les moyens, on considère que on soit plutôt dans le domaine de l'eau potable, c'est-à-dire les moyens d'exploitation, ça doit être euh, équivalent à ce qu'on met en eau potable pour garantir la disponibilité et la qualité, les contrôles qualité, plutôt que dans l'assainissement. Voilà, ça c'est un sujet pour moi qui est fondamental sur le plan technique. Ensuite, pour aborder la question du coût, aujourd'hui, ben, la réutilisation d'eau usée traitée n'est pas rentable, hein. Ça coûte plus cher de faire une station d'épuration pour réutiliser une eau plutôt que de la prendre dans le milieu naturel. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que on dit que la France est en retard par rapport à d'autres pays, mais en fait, c'est pas un problème de conscience écologique, c'est simplement qu'aujourd'hui, ben, la France n'a jamais manqué d'eau, donc on ne s'est pas lancé dans ces projets de réutilisation qui sont plutôt chers. Et voilà, tous les techniciens dans toutes les collectivités ont des projets dans les cartons depuis des dizaines d'années qui sortent pas parce que aujourd'hui, ben, c'était pas considéré comme rentable, sauf depuis un an où la ressource venant à manquer, donc on s'aperçoit il faut se lancer dans ces projets et saisir ces opportunités. Donc le coût d'une eau usée traitée, sortie de station d'épuration, c'est à peu près 1,50 €, hein, c'est un prix moyen, mais c'est ce qu'on observe généralement. Donc c'est quasiment le prix d'une eau potable. Et donc voilà, ça va être l'enjeu, les enjeux à venir. Donc quel coût? Est-ce que 1,50 € c'est acceptable par tout le monde? Quelle concurrence pour ce type d'eau, puisqu'on a aussi
des réseaux d'eau brute, des concessionnaires régionaux qui vendent des eaux brutes qui sont plutôt autour de 50 centimes du mètre cube. Donc évidemment qu'entre 1,50 € et 50 centimes du mètre cube, il y aura pas photo, hein. L'agriculteur va se tourner vers l'eau à 50 centimes. Donc tout le monde ne va pas être capable d'acheter cette eau à 1,50 € et pourtant il va bien falloir trouver des mécanismes financiers pour rendre ce prix acceptable par la plupart des usagers. Et donc là, peut-être qu'il faudra s'inspirer de ce qui se fait dans l'énergie, par exemple, ou pour développer les énergies renouvelables. Donc il y a des mécanismes financiers d'obligations d'achat, de tarifs réglementés, d'une part d'énergie verte dans la production. On pourrait aussi imaginer euh, que ce soit le cas pour les eaux usées traitées et que, par exemple, les concessionnaires d'eau brute aient une obligation d'avoir une certaine part de cette eau dans leur panel et qu'elles le vendent même prix que l'eau brute. Voilà, pour faciliter l'émergence de ces projets et inciter à, à les faire émerger et à les voir de manière plus récurrente sortir. Voilà, donc pour conclure, je dirais que euh, donc on a franchi un pas psychologique depuis un an. Il y a beaucoup de projets dans les cartons, encore peu de réalisations parce que les procédures sont longues à mener et que les autorisations sont compliquées. Donc, il y a ce temps qui est un peu pénalisant et voilà. Et il faudra trouver, je pense, dans le futur aussi des mécanismes financiers pour favoriser l'émergence de ces projets. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Tu as ouvert pas mal de sujets et je pense les autres intervenants vont revenir. Et donc là, je passe la parole à Christophe Tanguy. Oui, bonjour à tous. Donc, je vois que la bonne photo a été remise. J'étais dans mon propos introductif. Je voulais garantir à tout le monde que j'étais le beau Christophe Tanguy versus la photo qui avait été mise en place. Donc, merci de me donner la parole. Alors, en propos introductif, je pense que ce qui est intéressant et qui a été dit, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est qu'effectivement, la réutilisation des eaux usées est une brique parmi d'autres solutions qui font un ensemble si on veut effectivement avoir une stratégie en matière de préservation de la ressource. Et si aujourd'hui je suis effectivement à Montréal, c'est parce qu'il y a un grand salon qui s'appelle l'Americana et que c'était la thématique de ma conférence cette semaine. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, c'est qu'il y a effectivement cette notion de rentabilité ou de coût, parce que je ne sais pas s'il faut parler de rentabilité, mais de coût. Et je dirais que au-delà du coût de production, il serait intéressant de cumuler l'ensemble des coûts que les 800 et quelques communes en France cet été ont dû dépenser pour pouvoir, parce que la ressource était sèche, approvisionner l'ensemble des habitants. Si on raisonne bouteille d'eau, si on raisonne citerne, je pense qu'il y a un coût global qui est probablement nécessaire d'intégrer et je pense que ce sera l'objet des échanges que Simon nous proposera. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, déjà, il faut être optimiste parce qu'en fin de compte, techniquement, faire de la réutilisation des eaux usées n'est pas un sujet. On sait en faire et je pense que l'exemple que Carlos se présentera tout à l'heure démontre qu'aujourd'hui, même sur des eaux extrêmement chargées, on est capable de faire des choses parce que techniquement, les choses existent déjà. Et pour ça, il y a des retours d'expérience. Chez SOR, aujourd'hui, on a en 2022, par exemple, retraité 11 millions de mètres cubes en 2022 sur les différents 14 sites que nous exploitons, dans lesquels on a le site de L'Oréal et Carlos en parlera, mais en France, on a retraité environ 1,2 million de mètres cubes, à Chypre environ 4 millions, et puis on a aussi en Espagne où on a aussi des installations qui font de la réutilisation des eaux usées. Donc ça signifie qu'effectivement, il y a une dynamique et on a une dizaine de projets qui sont aujourd'hui en cours pour pouvoir aller, je dirais, proposer des solutions à des collectivités et des territoires, parce qu'il faut raisonner le territoire, qui aujourd'hui ont franchi cette maturité de l'acceptation de travailler différemment. Et puis bien évidemment, il est quand même bon aussi de rappeler, et ça a été dit précédemment, qu'il y a des gros projets, parce que d'autres territoires
ont rencontré cette difficulté bien avant nous, entre guillemets, en France. Et il faut rappeler qu'Israël, aujourd'hui, c'est 80% de réutilisation des eaux usées, une très grosse majorité, bien évidemment, sur l'agriculture. Si vous allez à Singapour, 100% des eaux industrielles sont à base d'eau réutilisée. Une partie est réinjectée et mélangée pour faire de l'eau potable. La Namibie, qui est aujourd'hui extrêmement aussi exposée, c'est une usine de 21 000 m3 jour qui produit cette fois-ci 100% d'eau usée. Donc voilà, donc on voit bien qu'aujourd'hui, le sujet est plus une notion probablement de prise de conscience, d'acceptation, de modèle économique, hein, rentabilité et versus qu'est-ce qui se passe le jour où il n'y a rien, et que c'est fondamental de l'intégrer parce que on a quand même un chiffre à avoir en tête, c'est qu'en 2050, je regardais la carte que tu présentais, Karim, en 2050, il faut s'attendre en matière de migration climatique à un flux de population de plus de 200 millions de personnes qui vont migrer parce qu'elles vont souhaiter quitter des territoires où il n'y a plus d'eau. Donc, il faut vraiment qu'on intègre cette dimension pour nous-mêmes, bien évidemment, mais essayer de se poser la question pour les territoires qui aujourd'hui souffrent et qui demain verront peut-être leur population venir chez nous parce que chez eux, la problématique n'a pas été traitée. Alors aujourd'hui, derrière ces chiffres, il faut avoir en tête qu'en France, il y a une réglementation qui existe depuis déjà pas mal d'années. C'est pour ça que quand je dis qu'on fait 1,2 million de mètres cubes réutilisés en France, c'est parce que nous avons des installations qui fonctionnent depuis plus de 10 ans, très orientées sur deux typologies d'utilisation, que sont l'agriculture et l'irrigation et l'espace vert. Tout ça dans un cadre réglementaire extrêmement, je dirais, solide, contraignant peut-être, mais en tous les cas extrêmement solide. Et qu'il faut avoir aussi en tête qu'en 2022, le ministère de la Transition écologique a ouvert la possibilité à ce qu'on appelle des expérimentations sur 5 ans qui permettent d'ouvrir le champ d'utilisation de ces eaux usées traitées, que sont par exemple l'utilisation des eaux pour du nettoyage urbain, l'utilisation des eaux dans les cadres des camions hydrocureurs pour nettoyer les canalisations, l'utilisation des eaux usées retraitées au travers des SDIS, dans les camions, dans les bornes incendie, etc., ou dans les bâches. Donc on voit qu'il y a la possibilité aujourd'hui d'ouvrir un petit peu le champ. Et c'est un petit peu l'axe sur lequel on s'est positionné, où en tous les cas, on essaye d'apporter, je dirais, notre pierre à l'édifice. Pourquoi ? Parce que comme ça a été précisé précédemment, pour pouvoir aboutir à un projet ficelé, le chemin est long et il peut prendre du temps. Si on résume un petit peu les différentes étapes, on va voir grosso modo 5 étapes. La première étape, elle est assez fondamentale, c'est est-ce que la collectivité, est-ce que le territoire a le bon niveau de maturité pour engager un projet ? Parce que venir en se disant on a un super projet n'a de sens que si à un moment donné, il y a ce niveau de maturité. Ça, c'est vraiment la première étape. Je dirais qu'elle elle coûte pas très cher, mais elle consiste surtout à avoir le bon niveau de compréhension des enjeux, des intérêts de la collectivité et de son souhait d'engager en tous les cas un projet. Ensuite, on va arriver sur la notion d'étude d'opportunité, où là, on va regarder de façon beaucoup plus précise quelles sont l'ensemble des ressources possibles, quels sont l'ensemble de tiers qui aujourd'hui sont utilisateurs d'eau, quels en sont les usages, quels en sont les niveaux, les volumes, la qualité, quels en sont les réels besoins, de façon à avoir vraiment une cartographie territoriale qui permette d'eux, ce qui va nous amener à une troisième étape qui est l'étude de faisabilité, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que nous sommes capables de faire, bien évidemment in situ pour traiter les eaux usées, mais si nous devons raisonner irrigation, golf, quelles sont les infrastructures qu'il faut imaginer pour pouvoir acheminer cette eau traitée, réutilisée, vers les lieux où elle sera effectivement mise à disposition. Et puis après, on va voir la cinquième étape qui va être les dossiers d'autorisation, qui est probablement un sujet qui aujourd'hui prend du temps. Est-ce que ça prend trop de temps? Je ne sais pas, mais en tous les cas, on peut comprendre qu'il y a un sujet sanitaire, mais c'est vrai que c'est une démarche fondamentale et indispensable pour s'assurer que l'ensemble des autorités compétentes donnent leur quitus par rapport au projet. Et puis après arrive la cinquième étape, qui est cette fois-ci toute la partie, je dirais, technique, chiffrage précis, dimensionnement précis, études précises, et puis la réalisation des travaux. Face à une problématique qui est aujourd'hui devant nous, puisqu'on est au pied du mur, enfin, c'est comme ça que moi j'identifie le dispositif, la stratégie de SOR, aujourd'hui, elle est simple, c'est de dire on ne peut pas ne pas avoir la vision globale territoriale, et donc
on a aujourd'hui une dizaine d'études qui justement sont dans cette logique d'études d'opportunité et de faisabilité, mais on peut probablement aujourd'hui accompagner des collectivités, probablement dans le symbole, à pouvoir se dire, essayons d'industrialiser les études d'expérimentation qu'aujourd'hui les autorités ouvrent, ou pour lesquelles les autorités ouvrent le champ du possible. Et donc notre stratégie, c'est de se dire, vis-à-vis d'une collectivité, faisons en sorte de venir plug and play, poser un dispositif de traitement d'eau usée existante. Et en fin de compte, on est capable de mettre à disposition des petits modules, certes sur des petits volumes. Le sujet dans ce cadre-là, c'est d'amorcer ce que j'appellerais la pompe, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, à une vraie stratégie de réutilisation des eaux usées, mais surtout de dire à, je dirais, des élus et donc à des citoyens que sur cette période de tension, l'idée et l'intérêt majeur, ça va être de préserver la disponibilité de l'eau potable existante ou restante sur un territoire. Dire autrement que les 80 ou 100 mètres cubes d'eau potable utilisés durant ces périodes-là pour nettoyer des rues, arroser des espaces qui le nécessitent, mettre à disposition pour le SDIS, ce ne sera pas de l'eau potable qu'on va essayer de conserver pour les citoyens, mais ce seront des eaux utilisées, réutilisées pour pouvoir, je dirais, satisfaire en tous les cas les besoins de la communauté. Et pour nous, c'est un élément extrêmement important. Alors bien évidemment, il y a un sujet coût, et c'est tout le travail qui est fait pour trouver la solution la plus industrialisée possible. Et avec nos amis de Nairus, donc les équipes et les collègues de Carlos, c'est justement de pouvoir définir ce petit modèle type de façon à ce qu'on puisse poser ça sur l'installation, mettre une borne de puisage et amener, je dirais, les différents services qui gravitent sur le territoire à venir je dirais, venir chercher cette eau pour pouvoir l'utiliser aux usages qui est les leurs. Je le dis, ça ne va pas révolutionner et ça ne va pas résoudre l'ensemble de la problématique parce qu'elle est extrêmement prégnante et beaucoup plus importante, mais elle permettra de conserver l'eau qui reste à des fins purement d'eau potable et de limiter ou de ralentir au maximum l'inéluctable, à savoir la rupture qui amènera la collectivité, cette fois-ci, à devoir aller chercher avec des camions-citernes de l'eau ailleurs, d'alimenter ses propres réservoirs et venir avec des transports de palettes d'eau pour pouvoir continuer à donner, je dirais, l'accès à cette eau à l'ensemble de ces usagers. Donc voilà un petit peu la stratégie telle qu'on l'imagine aujourd'hui. Il faut aller vite. Nous sommes tous en attente des annonces gouvernementales sur justement la façon dont ces annonces peuvent ou pas, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je n'ai pas toutes les informations, peuvent ou pas aider à accélérer la réalisation des dossiers administratifs et autres. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, des solutions existent. On est capable de pouvoir répondre. Et c'est tout l'objet de cette course contre la montre, en tous les cas, qui est la nôtre et qui est une course contre la montre collective et pas uniquement saurienne. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Alors, on va passer maintenant à l'exemple concret. Donc, Carlos, the floor is yours. Alors, Carlos parle français, mais il nous a demandé de faire sa présentation en anglais. Non, je peux essayer en français, mais si j'ai des problèmes, je veux passer l'anglais si ça va. On peut essayer. Merveilleux. Bon, je vais essayer surtout mettre la présentation. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Yes. Voilà. Est-ce que vous le voyez maintenant, la présentation? On a fait un teasing, on l'a vu et puis elle a disparu. Là, elle est revenue. D'accord. Donc, ce que je veux vous présenter rapidement, c'est un de nos projets que nous avons exécuté ici en Pologne comme Najaw Solar Industry il y a 2 ans, jusqu'avant le Covid. C'est une plante de recyclage d'eau. On n'a même pas utilisé le nom de plante de traitement des eaux usées. C'était en fait une plante de recyclage d'eau pour L'Oréal Varsovie. Ce projet a gagné le Global Water Awards pour un projet industriel de l'année comme projet innovatif
dans le secteur industriel. Ce que vous voyez ici, c'est en fait c'est l'immeuble de notre plante de recyclage d'eau. Quelques chiffres, le plus important, c'est que le flow, le caudal, non, je ne me rappelle pas du mot, c'est des 400 cubes par jour de eaux usées qui arrivent dans la plante. Et 50% de ça, en ce moment, on est capable de réutiliser comme eau dans la technologie de L'Oréal. Euh, la plante de L'Oréal, c'est des produits des cosmétiques, des crèmes, tout ce qui est considéré comme produit de beauté, mais surtout pour les femmes. Hum, le chiffre, c'est 50%, mais le limite ici, c'est pas vraiment la technologie, c'est le paramètre qu'on peut rendre à la plante municipale. Donc, en fait, si on pouvait augmenter les chlorides dans les eaux usées, on pourrait en fait récupérer plus que 50% des eaux pour L'Oréal à réutiliser dans ce système. Euh, la technologie, comme c'était dit il y a quelques minutes, on a la technologie, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut pas faire. Notre entreprise est déjà préparée pour ce type de projet il y a plusieurs années. C'est souvent le problème de cas si c'est vraiment si c'est rentable pour le projet de réutiliser les eaux. L'Oréal, en fait, c'est un cas intéressant parce qu'il y a plusieurs raisons qu'on peut mentionner pourquoi on veut réutiliser les eaux. Euh, la manque d'eau, simplement, si on n'a pas assez d'eau pour la production, c'est un facteur assez important pour une usine. Combien l'eau coûte, cost, non, combien il faut payer pour l'eau. Euh, Sustainability, bon, une stratégie de l'entreprise. En fait, pour L'Oréal, il n'y avait pas vraiment un problème d'eau. C'était plutôt les trois raisons à droite qui étaient le facteur qui nous a fait faire le projet ensemble. Euh, Combien coûte l'eau? En se préparant que l'eau va augmenter de prix d'année en année. Mais surtout, c'était de proposer, de démontrer L'Oréal comme une entreprise qui veut réduire son empreinte, son effet négatif sur l'environnement. L'Oréal, comme corporation, a ses propres goals de réduire son empreinte de usage des eaux, de usage de l'électricité, de production de déchets. Et ce projet, c'était un de ces projets pour démontrer que ça peut se faire, même si économiquement, c'était pas vraiment nécessaire en ce moment. Euh, C'était un investissement, investment dans le futur pour démontrer quel est le chemin à suivre globalement. Euh, un schéma très simple pour vous dire quelle technologie on avait utilisée dans le projet. On a commencé avec une filtration très simple pour réduire toutes sortes de déchets qui peuvent être dans l'eau. Après, il y a des tanks, des systèmes d'équalisation qui ne sont pas montrés ici, mais ne sont pas vraiment les plus importants. Euh, le pré-traitement physique, chimique, c'est la flocculation et flottation avec d'additifs de réagents chimiques. Après, on a un système biologique MBR, c'est un système de hum, euh, sludge, ouais, boue, je pense, dans le réacteur biologique, mais avec une séparation de boue par un système UF, donc avec des membranes d'infiltration. Cette eau d'ici est déjà utilisée dans le système même, donc
part de l'eau qu'on utilise dans le système par exemple, pour production de polymères, des usages de la plante même. On prend déjà d'ici après l'ultrafiltration, mais part de l'eau continue à un second étage, c'est de RO, reverse osmosis, et cette eau ici peut être réutilisée dans le plant de L'Oréal. Elle n'est pas utilisée dans le produit même, euh, surtout, je pense, à cause de effets psychologiques qui étaient aussi mentionnés avant. C'est pas toujours, pas tout le monde est encore prêt pour consommer, disons, les eaux usées, recyclées. Mais elle est utilisée dans le cleaning water, la production de steam, cooling water. Un autre élément très intéressant, c'est l'usage de iDose qui permet de optimiser l'usage de chimie, des réagents chimiques. Ici, vous voyez ce qui est montré en rouge, c'est tout ce qu'on peut safe en utilisant le système iDose. Donc, c'est un measurement online de COD. C'est une économie c'est ça. Oui. Après, je peux répondre à plusieurs questions. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de continuer. Mais c'est surtout ça, aussi le iDose, qui a fait gagner le prix de Global Water Awards. Ça, c'est la plante dessinée en 3D. Juste pour vous montrer, à gauche, c'était le projet, ce qu'on voulait construire, et à droite, c'est ce qu'on a vraiment construit. Ce qui est important aussi, c'est cette cisterne à gauche, la plus haute, c'est un réservoir de eau produite. Pour L'Oréal, c'est 150 cubes d'eau, donc presque ce qu'on produit par jour. Et d'ici, on peut prendre l'eau dans la plante. On a aussi un dosage de chlore pour s'assurer qu'on n'a pas de problème avec l'eau plus tard. Je voulais encore mentionner un autre projet en Pologne, juste pour, je pense que c'est très intéressant. Euh, C'était aussi mentionné que pas tout le monde est prêt pour, disons, produire l'eau ou consommer l'eau. Cette drop, en fait, c'est un cas très, très différent. Ici, c'était nécessaire de produire cette station parce qu'il n'y a plus d'eau dans le puits. Donc, il manque d'eau pour continuer à agrandir la plante. Cette drop, c'est un abattoir de poulets et pour un flow de 8000 cubes par jour, on reproduit 4000, donc 50% d'eau, et on la mélange avec l'eau du pluie et elle est certifiée comme eau potable. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, cette eau est considérée après comme eau potable. Et je peux dire que moi-même, je bois souvent du thé, du café avec cette eau. Cette eau est dans le système du CEDROP, dans l'usine, dans les officines. Donc, c'est en fait considéré de l'eau potable. On est tous toujours vivants. On n'a pas de problème gastrique. Donc, c'est vraiment de l'eau de qualité. Je pense que c'est ça le futur de l'eau et des problèmes de l'eau. Et ça fait exactement 10 minutes. Je pourrais encore parler beaucoup, mais bon, je rends la parole pour que tout le monde puisse avoir son temps à parler. Et si vous avez plus de questions, je serai heureux de la répondre plus tard. Très bien, merci beaucoup Carlos pour les 10 minutes et puis pour avoir fait l'effort de faire en français. Je suis Much désolé. appreciated. Et donc là, nous allons passer la parole à Simon. Merci, bonjour à tous. Désolé si ça coupe un petit peu parfois, comme je suis au Vietnam, l'infrastructure n'est pas forcément aussi bonne qu'en France, donc désolé.
Mais a priori, je vous ai toujours entendu, peu de problème. Mais je m'excuse au cas où ma voix est un peu déformée à certains moments. Bah, merci beaucoup déjà, Karim, pour l'invitation. Merci aux intervenants pour les explications très claires et techniques dont on entend en fait assez peu parler dans la presse. Je trouve que c'est bien d'avoir le regard des pros parce que c'est assez rassurant aussi sur la maîtrise de la technologie, sur les exemples qui existent déjà, qui ne sont pas forcément toujours couverts. On met beaucoup l'accent sur les problèmes et sur la maîtrise de la solution, et notamment la maîtrise par des entreprises françaises de la solution. Alors, je vais dire, effectivement, comme l'a dit Christophe, que la réutilisation des eaux usées, c'est une solution, mais qui doit s'intégrer à un ensemble de solutions qui inclut évidemment la réduction des fuites, c'est aussi mentionné par Michel, la diminution de la consommation d'une manière générale, ou l'innovation qui permet de diminuer la consommation d'eau, et puis d'autres possibilités comme la collecte de pluie ou le dessalement, je suis présente dans un cadre plus général, mais qui peuvent venir aussi de façon marginale, en tout cas répondre à des besoins en eau. Quand on regarde la réutilisation des eaux usées, pour moi, il y a deux problèmes, mais qu'on a déjà mentionné avant. La mise en place qui est assez longue, et là, il faut planifier maintenant. Il y a un vrai rôle des pouvoirs publics dans la planification. On est sur des projets qui, de par l'autorisation, de par l'investissement, parfois la reconstruction même d'un réseau, peuvent prendre plusieurs années à être mis en place. Et puis, on a un coût qui est aussi plus cher que l'eau plus traditionnelle, et dont on pourra aussi parler. Mais il y a deux avantages aussi à la réutilisation des eaux usées. La technologie est maîtrisée, ça ressort bien des interventions, et effectivement, c'est une technologie qui a été utilisée dès les années 1960 au moins, en tout cas de ce que je sais, en Namibie, en Californie. Donc il y a un certain niveau de connaissance qui a été accumulé au fil des années. Et puis la réutilisation des eaux usées, et là, coupez-moi si je me trompe, ça reste quand même moins cher que le dessalement, et ça reste plus certain, il me semble, en tout cas, que le captage de l'eau de pluie, par exemple, qui dépend évidemment donc de la pluviométrie et donc qui aussi est assez incertain. Donc là, j'aimerais vous donner deux exemples, Singapour et la Californie, qui utilisent un mélange de ces différentes méthodes pour renouveler l'approvisionnement en eau, et qui mettent en avant en fait la réutilisation des eaux usées, notamment en raison de sa certitude technologique et de son coût relativement aussi moins élevé potentiellement que d'autres captages d'eau. Alors Singapour, par exemple, c'est un cas très intéressant, ça a été mentionné par Christophe. Singapour dépend complètement de la Malaisie pour la distribution d'eau. Et donc très vite, ils se sont posé la question, et là il y a une planification aussi très intéressante de leur indépendance en eau, ou de dépendre en tout cas moins de la Malaisie, avec laquelle ils ont un contrat d'ailleurs qui leur permet d'exploiter, de tirer de l'eau de la rivière Johor, mais ce contrat finit en 2060. Donc pour eux, en fait, très rapidement, il fallait qu'ils se posent la question de l'indépendance en termes d'eau à la fin de ce contrat, c'est-à-dire en 2061, très exactement. Et donc, ils ont beaucoup investi dans le dessalement, qui représentera dans le futur 30% de leur production d'eau. Ils ont investi dans la réutilisation des eaux usées, où ils prévoient que ça représente 60% de leurs usages d'eau en 2060. Et puis, ils ont aussi mis un peu partout sur leur territoire des réservoirs pour collecter l'eau de pluie. Et là, ils vont, grâce à ça, pouvoir répondre à 10% des besoins de leur pays. Donc, on voit qu'on a ce qui est intéressant dans le cas de Singapour, c'est déjà ce mix, en fait, en termes de production d'eau, et puis cette planification pour être indépendant en 2060. Et donc, pour nous, évidemment, la question de la planification est très importante. Et quand on parle d'incitation financière, de subvention à des investissements, etc., il faut vraiment se projeter sur le 2035, voilà, sur 15 ans, dans quelle situation on va être en 2035, et plutôt que de penser purement au coût ou à la tarification. On sait qu'on va être en stress hydrique, que la situation qu'on a connue l'année dernière va être soit permanente, soit en tout plus en plus fréquente, et donc il faut absolument planifier ce passage à une plus grande utilisation réutilisation des eaux usées. Deuxième cas qui est intéressant, c'est la Californie. Californie, alors
peut-être encore plus intéressant pour nous parce qu'on est sur un niveau on est sur un territoire qui ressemble à la France, en tout cas avec un nombre d'habitants. Voilà, c'est pas comme Singapour, Israël, Chypre, où on est sur des petits territoires. Là, on est sur un territoire qui est beaucoup plus grand, avec 40 millions d'habitants, un niveau de PIB qui est équivalent à celui de la France, et un territoire qui connaît aussi des sécheresses de façon historique. Le gouverneur de Californie fait en août 2022 un plan anti-sécheresse pour les années futures, un plan d'investissement de 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars, plan d'investissement qui permet de sécuriser l'approvisionnement pour 8 millions de personnes. Donc ça nous donne déjà une idée du coût de la sécurité de l'approvisionnement en eau. Dans ce plan, plein de choses intéressantes, un peu de réduction de consommation d'eau, un peu de captage des pluies, un peu de dessalement aussi sur les régions côtières, et puis en majorité, en fait, un investissement pour la réutilisation des eaux usées. Voilà, donc 2 exemples, je pense, très intéressants et qui nous montrent qu'effectivement, la réutilisation des eaux usées est une question qui se pose de façon très globale, mais aussi que c'est probablement dans les solutions qu'on a pour moins puiser dans les cours d'eau la solution privilégiée. Alors ensuite, la question, c'est effectivement, vu que ça prend du temps à être mis en place, un certain temps en tout cas, vu que c'est un peu plus cher que l'eau qu'on a, qu'est-ce qu'on peut trouver comme régulation ou comme intervention publique innovante? Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui est fondamental, on le voit avec la Californie et avec Singapour, c'est le leadership politique. Et dans l'eau, on a un problème qui est assez récurrent et qui apparaît dans le rapport de la Cour des comptes de 2023. C'est qu'on a une gestion de l'eau qui se fait plutôt au niveau au niveau très local, donc au niveau des intercos. On a un bassin d'eau qui peut recouvrir différentes réalités administratives, donc on peut avoir un bassin qui est divisé entre différentes régions, entre différents départements. Et on a par ailleurs, via les préfets, via les services déconcentrés de l'État, un État qui est un peu présent partout, mais qui est pas forcément, qui maîtrise pas forcément la situation, toujours bien les situations, les particularités locales. Donc, il y a besoin d'un leadership politique qui doit venir très potentiellement de l'État central, mais évidemment qui doit se faire en relation avec les acteurs publics locaux. Mais si on parle de communication, si on parle de grands plans d'investissement, qui peuvent entrer dans des plans d'investissement dans l'économie circulaire, par exemple, évidemment, il faut que la responsabilité découle de l'État et qu'on puisse financer des projets, expérimenter, comme ça a été dit par Christophe, au niveau local, expérimenter, évaluer les expérimentations locales pour ensuite pouvoir se développer, mettre en avant des bonnes pratiques et pouvoir développer ces bonnes pratiques dans différentes localités. Donc il y a un besoin d'intervention quand même, en tout cas dans la communication de l'État, mais on reste quand même sur un problème qui est très localisé, avec des collectivités qui sont plus ou moins tournées vers l'agriculture, qui ont une présence industrielle plus ou moins importante, voilà. Donc des territoires très différents, et donc il faut quand même laisser la main aussi aux territoires dans la sélection des projets. Mais il peut y avoir un coup de main de l'État, notamment via le financement, via la subvention, etc. Ou au travers des agences de l'eau, par exemple, pour financer les projets. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, sur la tarification, alors là, il y a un grand sujet, c'est que le prix de l'eau, ça cristallise beaucoup de débats en France. Et très longtemps, en fait, à mon avis, on a été trop centré sur le prix de l'eau, et les élus aussi locaux ont été très centrés sur le prix de l'eau, et on n'a pas vraiment pensé à ces questions justement d'investissement dans les réseaux, si on parle des fuites, ou même d'une manière plus générale de prévision de l'avenir et de prévention des sécheresses. L'eau, ça a un coût. En France, le coût reste relativement moins élevé que dans nos voisins européens, mais il faut, à mon avis, trouver un moyen d'expliquer aux gens, ça peut être via les agences de l'eau, encore une fois via l'État, mais qu'il y a un coût environnemental futur qui est très important et qu'il faudrait l'intégrer aujourd'hui au prix. Alors après, il y a des questions de transparence aussi qui se posent, mais si vous prenez l'exemple de l'Italie, régulateur italien de l'eau intègre maintenant un coût environnemental de l'eau à prendre en compte dans tous les services.
Ce coût est défini par l'agence environnementale, mais ça permet de communiquer auprès des usagers, de leur dire il y a le coût d'exploitation, hein, d'extraction de l'eau, et puis derrière, il y a un coût environnemental. Voilà. Quand on est dans une zone qui est en stress hydrique, ben, ce coût environnemental est plus élevé, et donc il faut aussi que le consommateur s'en rende compte directement. Donc ça passe aussi par la communication, encore une fois le leadership politique, mais il faut aussi être assez transparent sur les coûts et sur les coûts futurs, sur les évolutions de coûts futurs, et pas que ces questions de coûts, de prix à payer deviennent un frein à l'investissement aujourd'hui sur l'accès à l'eau de manière générale et l'accès à l'eau pour le futur. Voilà, donc très rapidement, quelques petites solutions, en tout cas en termes de communication, en termes de tarification. Après, il y a d'autres solutions possibles, ça a été évoqué, hein, mais effectivement de subventionner ou, alors peut-être pas obligé, mais en tout cas dans les collectivités où effectivement il y a des usages agricoles importants, par exemple, d'avoir recours à la réutilisation de l'eau usée en échange d'une subvention ou d'une partie de subvention sur le tarif, d'accompagner évidemment ces collectivités dans les investissements. Voilà, donc ça, c'est une autre forme d'implication que peuvent avoir les pouvoirs publics. Voilà, donc c'est à peu près tout, hein, sur ce que je voulais dire, mais voilà, 2 exemples, je crois, très intéressants, encore une fois, hein, Singapour et la Californie, ce qui montre bien la nécessité aussi de penser à différentes possibilités et d'intégrer ces différentes possibilités, et puis d'autres interventions possibles avec des moyens qui existent déjà, hein, parce que les agences de l'eau touchent quand même les redevances sur l'eau, et puis potentiellement, je pense, voilà, une clarification sur le prix de l'eau, du coût environnemental de l'eau pour les citoyens, et qui leur permet aussi de se préparer à d'éventuelles augmentations de tarifs, mais qui sont liées encore une fois au fait de garantir un accès aux différents usagers à la ressource eau. Perdu. On a un problème de son, Karim. On ne t'entend pas. Ouais. Oui. Ok. C'est bon, on vous entend maintenant. Merci. Et donc, je te disais, on passe maintenant à la séance de questions-réponses. Donc, c'est parti. Il y avait une question sur le traitement de l'eau, je pense que c'était sur la Pologne. Il y avait sur un site 4000 m3 qui étaient retraités, réutilisés directement. Et une question sur les autres 4000 m3. Je pense que c'est pour toi, Carlos. Oui, j'ai déjà répondu dans le chat, mais pour tout le monde, les eaux qui ne sont pas utilisées dans l'usine, donc les eaux usées traitées, vont dans une rivière près de l'usine. Donc, elles sont traitées à un niveau acceptable de toute façon comme eau traitée
pour retourner à l'environnement. C'est aussi ça le problème toujours de recyclage d'eau, parce que part de traitement, c'est le concentrat de système de membrane. Donc, c'est le plus concentré, tout ce qui reste du traitement des eaux. Et il faut faire quelque chose avec. Donc, parfois, on le mélange avec de l'eau, du reste de l'eau qui était traitée. Et ce mélange doit toujours avoir le niveau qui peut être utilisé rendre à l'environnement. Donc, sinon, on peut essayer de évaporiser, par exemple, mais c'est très, très, très cher. Ça s'utilise beaucoup de chaleur. Donc, en fait, le mieux, c'est si on peut le mélanger avec l'effluent final, soit disposé dans l'environnement, soit traité toujours dans une municipalité, mais il faut toujours voir quelle est la possibilité. Donc ça, c'est un disons, de problèmes plus intéressants à résoudre quand on fait le système de recyclage d'eau. Merci. On a d'autres questions sur le chat. Quels sont les investissements pédagogiques qu'il faut faire, pour votre avis, pour préparer le public et les parties prenantes aux évolutions? Alors, elle n'est pas fléchée, mais vous pouvez être même plusieurs à répondre. Qu'est-ce qui commence? Vas-y. Oui, alors le premier à mon avis, à former à ces sujets-là, ça va être nos élus et nos décideurs, qui n'ont pas tous le même niveau de compétences. Donc, il y a un premier sujet. Et puis, après, il faut ouvrir toutes les installations au public pour qu'ils voient un peu et comprennent mieux le cycle de l'eau et ce qu'on y fait. Donc, toutes ces nouvelles installations maintenant sont ouvertes aux visites, et donc il faut que nos exploitants, qu'ils soient publics ou privés, puissent organiser ces visites et former par là même le public à ces techniques et au cycle de l'eau en général. Ok. Est-ce qu'un des intervenants veut compléter? On passe à la question suivante. Donc, Marie-Emmanuelle. Oui, est-ce que les processus de production ont été revus pour consommer moins d'eau? Je pense notamment à L'Oréal, par exemple, et travailler peut-être sur une innovation de produits pour consommer moins d'eau. Je peux prendre la parole éventuellement? Oui. Oui, en fin de compte, effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut rentrer dans le détail de où est-ce qu'on peut faire des économies d'eau sur le prélèvement, sur la ressource, tout à l'heure, on a dit que c'était une brique parmi d'autres. Il était cité le sujet des rendements de réseau, qui est un premier élément, mais il faut aussi parler des rendements techniques de nos propres installations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en eau potable, vous avez ce qu'on appelle le rendement hydraulique, c'est voilà, je vais prélever tant, je vais en sortir 95, 96%. Bon, ben, comment est-ce que je peux aller gagner 1 ou 2% pour éviter d'avoir en fin de compte trop de prélèvements sur la ressource et une partie qui va être entre guillemets chargée en composants et que je ne vais pas pouvoir utiliser. Et de la même façon, sur une installation, j'ai des espaces verts, avec quoi est-ce que je les arrose, j'ai le nettoyage des équipements, avec quel type d'eau je les utilise. Donc aujourd'hui, dans notre métier, ou en tous les cas en tant qu'exploitant, ça fait partie des sujets sur lesquels on engage nos propres équipes. Et d'ailleurs, pour le groupe SOR, on a un objectif de réduction de 7% de nos consommations d'eau interne à nos installations pour pouvoir justement travailler sur ces dispositifs. Mais comment dire, derrière tout ça, c'est un vrai travail de fond qui est nécessaire. Mais comme je le disais, malheureusement, ça ne suffit pas. C'est vraiment un ensemble. On avait estimé à une époque, qui n'est pas très, très, très éloignée, puisque c'était à peu près 18 mois, que si je voulais économiser 100 sur la ressource,
un tiers viendrait des performances techniques, je dis bien un tiers viendrait des performances techniques, donc rendement de réseau usine, et les 2 tiers viendraient probablement de la capacité de l'ensemble des usagers hors agriculture, que je vais mettre de côté, mais qui peut représenter un point non négligeable, et c'est pour ça qu'il faut travailler avec eux, et le reste viendrait de la capacité des clients et des usagers de l'eau potable à moins consommer chez eux, des industriels à engager des stratégies de réutilisation, mais aussi des bâtiments publics ou des bâtiments administratifs type hôpitaux et autres à faire des vrais efforts sur la consommation d'eau à l'intérieur de leur propre bâtiment. Mais que ce chiffre-là, en fin de compte, ou ces actions-là ne sont pas clairement suffisantes par rapport à la problématique qui est la nôtre. Et si je peux me permettre, parce qu'il y a une question pour la SOR, donc je suis sur ma lancée, on parlait d'énergie et autres. Il faut avoir, pour moi, je considère aujourd'hui que, compte tenu de la problématique du changement climatique, et là on va prendre un peu entre guillemets un peu de hauteur par rapport au thème du jour, il n'y aura pas de transition hydrique s'il n'y a pas de transition énergétique. Il faut avoir en tête que pas d'électricité, pas d'eau. Pas d'électricité, pas d'eau. Donc, on a besoin de l'énergie pour pouvoir amener de l'eau, pour pouvoir traiter l'eau, pour pouvoir l'amener chez le client usager. Et donc, bien évidemment, c'est un sujet que l'on regarde. Aujourd'hui, les sociétés d'eau sont ce qu'on appelle des énergies intensives, c'est-à-dire des entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie pour pouvoir faire leur travail. Par contre, on a une chance extraordinaire, c'est que l'eau, ça produit de l'énergie. Parce qu'on est capable, via des barrages hydroélectriques, alors il y aura des sujets environnementaux, j'entends, mais on est capable de produire de l'énergie, parce que l'eau utilise, ou en tout cas, dans l'eau, vous avez de la calorie, et la calorie, on peut l'utiliser pour faire de l'énergie, mais dans le traitement d'eau, vous produisez aussi des boues. Et les boues ont un fort pouvoir méthanogène, et là, on peut avoir un cercle vertueux de production d'énergie verte, cette énergie verte pouvant amener, en fin de compte, à se substituer à l'énergie dite nucléaire ou à forte empreinte carbone pour pouvoir travailler correctement. Et si, il y a quelques années, la notion de cogénération pouvait s'exclure de nos projets avec un coût d'énergie extrêmement faible en France, hein, c'est comme l'eau, quand vous aviez 55 à 60 euros du mégawattheure, il est clair qu'avec un coût d'énergie qui, actuellement, est probablement un peu trop élevé eu égard à la crise de l'année dernière, mais qui sera probablement stabilisé à 120, 150 euros du mégawattheure, on reconsidère totalement les projets de cogénération. Et à ce moment-là, quand on a de la cogénération, ça veut dire qu'on est capable de venir absorber une partie de nos besoins d'énergie pour pouvoir l'utiliser sur des sites. Donc tous ces éléments-là font partie d'une équation globale qu'il nous faut absolument regarder. Et pour la question technique, aujourd'hui, une usine classique, une filtration et des UV suffisent en fin de compte à pouvoir répondre correctement à un niveau de catégorie A, qui est probablement la catégorie la plus élevée en matière de considération de réutilisation des eaux usées. Si votre station d'épuration utilise de la membrane et des équipements membranaires, on peut se permettre d'enlever l'ultrafiltration, d'avoir un léger filtre pour protéger les UV, mais on est capable d'avoir là aussi de la qualité A. Voilà, je pense avoir répondu à quelques questions que j'ai vues défiler. Merci beaucoup, Christophe. Alors, on a un peu débordé les 9h30, mais on va considérer qu'on entend encore. Il y a 2 questions qui sont exprimées, et peut-être une troisième. À vous. Je voulais juste avoir votre avis. Aujourd'hui, on connaît à peu près les différents scénarios de changement climatique. Donc là, vous avez présenté beaucoup de solutions, donc retraitement, désalination, etc. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il va y avoir on ne pourra plus continuer l'activité économique telle qu'on la connaît aujourd'hui et il va falloir passer à une autre contrainte qui sobriété, peut-être des quotas, peut-être des changements de comportement. J'ai lu récemment, je ne sais pas si le chiffre est juste, hein, on commence à parler d'empreinte hydrique. Si vous regardez le café, c'est 20 000 litres par kilogramme de café, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous avez présenté, c'est comme si on continuait la vie économique normalement, donc il y a des solutions, visiblement, mais est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas à quelle année, il va y avoir un blocage, il va falloir repenser la répartition de la disponibilité de l'eau, parce que toutes ces technologies, elles coûtent de l'argent. On peut pas, si on pouvait désaliniser tout l'océan, ce serait génial, mais je pense que ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, il y a un point de rupture.
Alors, j'espère que vous êtes inscrit au webinaire de demain, parce que c'est précisément le sujet. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir déjà des premiers éléments de réponse. Qu'est-ce qui veut se lancer? Moi, je peux prendre la question. Oui, non, évidemment, il faut inciter. Alors, il faut faire attention à la gestion de la ressource eau. Donc, c'est un peu diminuer les fuites, toujours, diminuer la consommation. L'innovation aussi, d'une manière générale, fait que les produits, enfin les machines à laver, par exemple, consomment moins d'eau, etc. Enfin, donc, mais il faut effectivement sensibiliser, alors aller vers la sobriété, hein, c'est ça, ce qu'on dit généralement, mais sensibiliser le consommateur, en tout cas, je parle de l'usager du ménage, hein, sur la consommation d'eau, mais c'est pareil dans l'agriculture, c'est pareil dans l'industrie. Ensuite, sur les quotas, alors ça, c'est une autre question, mais ça existe déjà plus ou moins, parce que préfectoraux quand même de limitation de la consommation. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus contrôlé qu'en France. Hein. Donc, encore une fois, Californie, mais aussi. Donc ça, c'est évidemment, c'est ce qu'on veut éviter. D'où l'idée aussi d'avoir des sources alternatives et puis d'appeler, de continuer cette tendance d'ailleurs naturelle à la diminution de consommation d'eau par tête. Très bien. Question d'Antoine Mailly. Les Français champions d'Europe des piscines pourront-ils encore remplir leurs piscines à moyen long terme? De façon sous-jacente, quel arbitrage entre loisirs, agriculture naturelle, industrie? Donc, c'est aussi une question sur les usages, peut-être un peu plus précise. Mais si vous avez des idées pour les piscines, vraiment des gens que ça rassurerait. Autre question, les canons à neige et les golfs. Je crois que c'est une réponse en fait à la question suivante. Je crois qu'il y avait juste une question plus haut, à laquelle il y a eu une réponse partielle sur quel taux de réutilisation. Alors, juste pour les canons à neige, je ne saurais pas répondre, mais pour les golfs, typiquement dans les expériences que nous avons, nous, aujourd'hui, et qui fonctionnent, je pense notamment à la Bretagne, sur Royan, on est dans une logique de réutilisation des eaux usées, avec je dirais, en sortie d'usine, les équipements qui vont bien, la désinfection qui va bien, et on amène ça au niveau d'un certain nombre de golfs. Donc aujourd'hui, c'est pas très compliqué en fin de compte de pouvoir accompagner les golfs. Au niveau des canons à neige, je ne sais pas comment les choses se passent. À mon avis, il y a un petit sujet technique qui est que gravitairement, les eaux usées vont aller sur un point bas. Par contre, pour remonter ces eaux ensuite et alimenter des bassins qui elles-mêmes vont aller alimenter les canons, je pense que là, par contre, on a un sujet énergie, éco-énergétique, et je ne sais pas comment est-ce que les collectivités concernées, en tous les cas, gèrent ces éléments-là. Pour les piscines, je pense que c'est une vraie question. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, vous avez des collectivités, si je ne dis pas de bêtises, notamment dans le sud-est, qui ont pris des arrêtés où déjà, il n'y a plus de permis de construire parce qu'ils ne sont plus en capacité de pouvoir assumer, je dirais, de nouveaux habitants. Et dans ces mêmes arrêtés, il y a des sujets de non-remplissage des piscines sur ces périodes-là. Maintenant, c'est, je dirais, ponctuel, c'est par rapport à des contextes très locaux. Probablement qu'il y aura des sujets différents. Mais à la rigueur, je pense qu'on touche du doigt une question de fond qui ne va pas se traiter tout de suite. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des canalisations d'eau qui transportent de l'eau potable directement à nos maisons pour, quand on sait que grosso modo, c'est peut-être 2 ou 3 litres, enfin 2 ou 3% qui sont réellement utilisés à des fins d'eau potable versus la consommation globale, il y a probablement une question de fond qui va se poser. Je n'ai pas la réponse, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais on voit bien que ce sont des éléments qui interviennent, tout comme les maisons autonomes ou les résidences autonomes avec la capacité de réutiliser les eaux grises, les eaux jaunes, pour pouvoir, et les eaux, comment dire, donc des eaux grises pour le pluvial, de façon à rendre la résidence ou les résidences un peu plus autonomes. Ce sont des sujets sur lesquels d'ailleurs les collègues de Carlos travaillent aujourd'hui pour pouvoir apporter des solutions. Donc on voit bien que techniquement, beaucoup de choses sont en train de se faire. Il y aura des impacts économiques, c'est évident. La sobriété, je pense que malheureusement, je rappellerai que la loi
Delot, en 1992, disait que l'eau, c'était un patrimoine commun à l'humanité. Je pense qu'il doit y avoir une vraie prise de conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, on a, selon les territoires, pas encore franchi ce cap que l'eau, elle tombe du ciel, mais c'est pas parce qu'elle tombe du ciel qu'elle doit être gratuite, qu'on doit faire ce qu'on veut en faire. L'eau, elle a une vraie valeur. Et c'est d'ailleurs, sans vouloir faire spécialement de publicité pour le groupe, c'est quand même notre raison d'être. Et on a considéré aujourd'hui dans notre projet Mission Water 2030 que nous devions nous militer pour la défense de l'eau parce qu'on doit redonner absolument la valeur, je dirais, de l'eau. Et tout le monde doit avoir conscience de cette valeur. Très bien. Écoutez, il est 9h40, on ne va pas pousser le plaisir au-delà. Merci d'être resté avec nous jusque-là pour une partie importante. Je regarde le nombre de personnes connectées. Merci à nos intervenants. Et donc, n'hésitez pas à poursuivre demain pour donc, la deuxième session sur un autre sujet. Un très grand merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. Merci.